Chers amis du Club du Mercredi, bonjour. Nous sommes de retour pour un nouvel entretien. Vous le savez, lors de ces quelques semaines de confinement, nous avions créé une playlist nommée la playlist de la quarantaine que vous retrouverez en notification à l'instant sur cette vidéo. Et ces playlists de la quarantaine, ce n'est pas parce que nous sommes maintenant déconfinés depuis un petit peu plus d'une semaine que nous allons cesser de la nourrir et de l'enrichir. Et donc, nous sommes aujourd'hui aux côtés de Pierre Levigan pour poursuivre nos entretiens. Alors, vous connaissez le principe, chers auditeurs, hein, nous interrogeons des spécialistes de divers sujets pour que nous puissions aborder la question de cette crise sanitaire, la question de ce confinement, de ce déconfinement et de cette crise probablement collective et psychologique. C'est du moins le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc, nous abordons toutes ces questions à l'aide de divers intervenants et de leur spécialité. Vous avez eu le loisir d'écouter déjà les entretiens d'Adrien Bauzy, de Nicolas Klein, d'Olivier Delorme, pour celui qui a eu plus de succès, de Pierre-Yves Rougeron sur notre playlist. Et puis, donc, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Levigan. Pierre Levigan qui est essayiste, philosophe, urbaniste et qui a abordé divers sujets au travers de son œuvre. Et il y a 3 de ses livres que j'ai retenus qui me semblent intéressants dans le cadre de notre entretien, mais peut-être va-t-il en ajouter ou peut-être va-t-il me démentir. Le premier, c'est Le malaise est dans l'homme, que je vous invite à découvrir. Le deuxième, c'est Achever le nihilisme. Et le troisième, c'est L'effacement du politique. Je pense que ce sont 3 livres qui vont beaucoup nous servir. Voilà, c'est quelques références et l'ensemble des savoirs de Pierre Levigan vont pouvoir nous permettre de bien comprendre les enjeux de ce confinement et de ce déconfinement au niveau de l'impact que ça peut avoir sur notre psychologie individuelle et collective. Pierre Levigan, bonjour. Bonjour. Pierre Levigan, avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, une question. Comment avez-vous vécu votre confinement? Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Il est d'ailleurs possible que je fasse partie des millions de gens qui ont eu le virus, mais avec très peu de symptômes, si ce n'est des douleurs musculaires, puisqu'en fait, on ne sait absolument pas le pourcentage exact de gens qui sont peut-être immunisés parce qu'ils ont rencontré le virus, mais sans pour autant à être malade en ayant simplement quelques symptômes tout à fait mineurs du type fatigue. Voilà. Donc, je vais bien. Je veux dire que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai trouvé que j'ai vécu quand même comme un choc ce confinement, enfin, qui a été quand même quelque chose de très violent. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait de ne pouvoir sortir qu'à 1 kilomètre de chez soi, c'est un changement de mode de vie complètement énorme, quoi. Parce qu'à vrai dire, l'immense majorité d'entre nous avons heureusement une vie sociale. Et dans le monde moderne, enfin, c'est une banalité de dire ça, mais enfin, on n'est pas dans un village. Et la plupart des gens qu'on connaît sont à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc, c'est effectivement quelque chose que j'ai trouvé très lourd. Euh, Par ailleurs, il y a eu très vite des problèmes d'approvisionnement pour des livres commandés. Euh, Comme tout le monde, j'ai reçu des mails d'annulation, que ce soit sur des plateformes classiques ou même sur la plateforme Amazon, dont on a dit que c'était la seule qui marchait, mais en fait, il y a quand même eu une époque où même ça ne marchait pas. Donc, malheureusement, ça n'a pas été au profit d'autres plateformes, ça a été tout simplement au profit de rien, au profit de l'impossibilité d'accéder à des sources de livres. Il m'a semblé voir que la plupart de vos livres étaient disponibles en format Kindle sur Amazon. Oui, absolument. Alors, tout à fait. Oui, tous les livres que j'ai fait rééditer par l'association d'édition La Barque d'Or sont disponibles en format numérique, Kindle. Bon, ce qui est peut-être moins agréable que le papier. Enfin, personnellement, moi aussi, je fais partie de la génération papier, et puis même des gens qui préfèrent, c'est pas seulement une question de génération, qui préfèrent le papier. Mais toutefois, j'ai souhaité que les livres soient disponibles sur un format numérique parce que c'est quand même extrêmement pratique pour qu'à l'autre bout de la Terre, on puisse se procurer, s'il y a besoin,
certains de mes livres. Bon, quand je vois quelques achats parfois numériques qui viennent du Japon, bon, ne serait-ce qu'avec les coûts de transport, ça permet de rendre accessible à l'autre bout de la Terre des travaux, des réflexions intellectuelles. Voilà. Donc effectivement, c'est une ressource qui reste effectivement facile d'accès. Bien. Pierre, première question. Comment, selon vous, ce confinement, vous qui êtes spécialiste des questions d'urbanité, de modernité, du postmodernisme, comment, selon vous, ce confinement a pu impacter notre perception de l'espace, ça fait partie de vos spécialités, que de réfléchir sur l'espace, et notre perception du temps. C'est vrai qu'on a été enfermés pendant 2 mois, on a entendu beaucoup de personnes nous dire que finalement le dimanche ressemblait au mercredi et le mercredi au samedi, et on a tous un petit peu perdu nos repères durant cette période. Est-ce que vous avez une analyse à nous proposer là-dessus? Alors, en période normale, la condition humaine fait que nous ne pouvons pas voyager dans le temps. Nous sommes assignés au temps présent et nous ne pouvons pas repartir dans le passé. Alors évidemment, c'est un grand fantasme de l'homme de pouvoir voyager dans le temps. Ça a donné lieu à des romans intéressants, mais malheureusement, c'est une impossibilité physique. Et quant à l'avenir, nous pouvons essayer de travailler pour qu'il ressemble à ce que nous souhaitons, mais il est évident que nous ne maîtrisons pas, qu'il y a toujours des paramètres qui nous échapperont. Donc, ça, c'est la condition normale de l'homme, sa condition anthropologique. Ce qu'a changé le confinement, c'est que nous ne pouvons plus non plus nous déplacer dans l'espace, chose quand même assez énorme, surtout dans une époque où une bonne partie des habitants de notre Occident européen pouvons envisager des voyages à l'autre bout du monde. Et là, tout d'un coup, notre sphère de développement, de déploiement corporel s'est trouvée limitée à 1 kilomètre. Totalement sidérant. Et en plus, avec une attestation, ce qui est vraiment énorme. Alors, je signale même des cas particulièrement caricaturaux, puisque dans une commune près de Toulon, à Sanary-sur-Mer, le maire avait édicté un arrêté municipal qui finalement a été cassé, comme quoi il était interdit de sortir à plus de 10 mètres de chez soi, quelle que soit la cause. Et en outre, il avait voulu interdire de sortir pour, par exemple, n'acheter qu'une baguette de pain, puisque ça donnait un prétexte pour sortir au moins une fois par jour, en gros. Et donc, il fallait que les gens en achètent plusieurs à la fois, de façon à ne pas ressortir pendant au moins 3-4 jours. Enfin, on était quand même dans ce degré de délire, même si c'est un cas un peu limite, mais enfin, on a vu quand même des scènes sidérantes, dépourvues de toute base légale, bien entendu, comme des policiers fouillant des sacs pour vérifier si la petite grand-mère du coin n'avait vraiment acheté que des produits de première nécessité, et les policiers se permettant de faire des commentaires. Vous avez acheté telle boisson, ce n'est pas de première nécessité. Oui, on a vu un passage médiatique d'une femme qui avait acheté des bouteilles de coca et qui se voyait dire « Mais vous prévoyez une gastro, c'est honteux de sortir pour acheter uniquement du coca, madame. » Effectivement, les forces de police se sont permises quelques commentaires qui étaient malvenus. Mais bon, elles aussi ont été extrêmement sollicitées durant cette période. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un en interne dans ces forces pour savoir quel impact ça a pu avoir sur leurs nerfs, parce que ça devait être tout à fait particulier. Voilà. Je vous laisse reprendre, Pierre. Oui, tout à fait. C'est vrai que il faut bien reconnaître que quand on fait faire à les forces de police un travail idiot, ça finit par rendre les gens idiots. C'est-à-dire que c'est une situation tellement aberrante, tellement absurde que des gens qui sont entrés dans la police pour, en quelque sorte, pourchasser
les mauvais garçons, hein, selon les schémas traditionnels, et faire régner l'ordre et la paix publique, se retrouvent à avoir des missions totalement absurdes, consistant à vérifier des courses ou à interpeller des gens en route vers la supérette de leur quartier, quoi. C'est effectivement totalement aberrant. Alors, donc le confinement nous a privés effectivement de la liberté de déplacement dans l'espace. Évidemment, cette privation a des conséquences sur la perception du temps. C'est-à-dire que finalement, quand on vit tout le temps au même endroit, eh bien, les jours se ressemblent. C'est-à-dire que c'est là qu'on se rend compte que finalement, ce sont les déplacements qui donnent de l'épaisseur, qui donnent du sens au temps, pardon. C'est-à-dire qu'en période normale, si le lundi vous avez un rendez-vous à Nancy, si le mardi vous avez un rendez-vous avec telle entreprise dans tel arrondissement de Paris, ça structure votre temps. Vous vous rappelez ensuite ce que vous avez fait par rapport justement au fait que tel jour, vous avez pris le train de bonne heure, vous aviez éventuellement un long trajet, vous avez emmené du travail pour être efficace pendant le transport, etc. Donc, ça donne une densité à vos journées. Mais si effectivement, vous sortez de chez vous que pour acheter 3 bricoles au magasin de votre quartier, et pour, au mieux, si vous avez un animal, un chien, pour lui faire le tour du pâté de maison, ben, le mardi ressemble au mercredi, etc. Et du coup, le temps perd son relief et vous perdez en fait le sens de la durée. C'est-à-dire, la durée, c'est ce que Bergson distinguait le temps et la durée. Alors, bien entendu, la durée est faite de temps, mais la durée, c'est en fait, c'est le temps vécu. C'est le temps intime, c'est le temps en tant qu'il fait l'interface entre nous-mêmes et le monde extérieur. Donc la durée, elle est faite d'affect, elle est faite de ressenti, elle est faite de plaisir, d'actes que vous faites avec engouement, avec un appétit de vivre, ou au contraire d'activités dans lesquelles vous vous jetez à reculons parce que ça renvoie chez vous à des affects pénibles, douloureux, etc. Donc le temps n'est pas neutre. Et effectivement, quand vous ne pouvez que sortir pour des activités de pure subsistance extrêmement banales, acheter 3 courses alimentaires, d'une part, la dimension de plaisir disparaît, et ensuite, la dimension de relief du temps disparaît. Donc, chez Bergson, si vous voulez, le temps, c'est un peu comme la matière même de la vie, telle qu'elle sortirait, par exemple, d'un tube de dentifrice, si vous voulez. Alors, effectivement, à un moment T et à un moment T plus 15 secondes, vous voyez qu'il y a plus de matière qui est sortie du tube dentifrice. Mais si vous voulez, la temporalité n'est jamais que le mode d'expression de la matière, de la vie, du bios, quoi, du vivant. Et là, pour le coup, le temps en confinement, justement, c'est un temps qui tend à être vidé de la vie. Donc, c'est quelque chose qui est forcément assez traumatique. Et on aura sans doute difficilement le bilan des troubles psychologiques consécutifs à cette période de confinement qui n'est pas totalement finie, puisqu'il y a des confinements partiels, puisqu'en zone rouge, les parcs et jardins ne sont pas ouverts, etc. Mais enfin, bon, on a tout de même un peu plus de liberté. Et donc, effectivement, ce sera intéressant d'avoir un bilan de ces troubles psychologiques. On a, à défaut de statistiques, on a quand même quelques indications sur notamment les violences intrafamiliales. Là, visiblement, les numéros dévolus aux appels d'urgence en cas de lourds problèmes dans une famille, que ce soit des violences, d'abus sexuels, etc. Les numéros consacrés à cela ont vu une forte augmentation des appels. Donc, ça en dit long.
Ça veut dire que les phénomènes de compensation qui existent quand chacun peut avoir sa vie extérieure, sa vie sociale à côté de sa famille, ces phénomènes de compensation, évidemment, ont disparu. Les couples se sont retrouvés à vivre ensemble quasiment 24 heures sur 24. Les solitaires qui compensaient leur solitude par des activités sociales, des promenades, etc., se sont trouvés seuls, enfermés dans leur logement. Et du coup, ça a donné des pathologies certainement graves et qui devraient d'ailleurs entrer en compte dans les conséquences du confinement et peut-être d'ailleurs nous amener à nous demander si c'était vraiment la bonne solution compte tenu des dégâts qui se sont produits à côté. Alors, comme disait Antonin Artaud, disait l'épidémie fait tomber les masques. Alors, il y a aussi la dimension en quelque sorte de paranoïa parfois, qui s'est emparée d'un certain nombre de gens, consistant à s'éloigner pour changer de siège dès que quelqu'un entre dans une rame d'autobus, etc. Bon, on a vu parfois des gens qui visiblement n'étaient pas très loin de paniquer. Donc, y compris des gens qui sont dans des tranches d'âge qui étaient quand même objectivement, des gens de 30-40 ans, très très peu touchés. Donc voilà, je pense que ça a quand même été une grande déstabilisation et quand même quelque chose d'assez profondément inédit parce que on n'a pas connu des restrictions de cet ordre des libertés. Historiquement, on n'a jamais connu ça, quoi. On a connu des couvre-feux à certaines heures, mais des obligations de rester dans son quartier et de sortir avec une auto-autorisation et sur des motifs extrêmement limités, on n'avait pas connu ça. C'est un peu… c'est inédit, et inédit dans le sens malheureusement, d'une sorte d'accoutumance à la domestication de l'homme. Donc, ça, c'est la dimension inquiétante. Oui. Justement, à propos de la perception du temps, en préparant cet entretien hier, je suis allé sur Twitter et j'ai constaté que beaucoup de personnes se plaignaient de leur difficulté à reprendre une vie active dynamique. Notamment, je suis tombé sur le compte Twitter de Emmanuelle Gave, la fille de Charles Gave, qui disait qu'elle avait toutes les difficultés du monde à sortir de son apathie. Et c'est la sensation, j'ai la sensation, je peux me tromper, j'ai la sensation qu'il y a maintenant une sorte d'apathie collective, en plus de la paranoïa. Et le pays a beaucoup de mal à repartir de l'avant. Les gens ont du mal à se remettre au travail. On a du mal à récupérer notre rythme de vie d'avant. Et effectivement, ce confinement aura des conséquences psychologiques à très long terme. Est-ce que vous avez des idées d'ailleurs des conséquences psychologiques que cela pourrait avoir ? Alors, il y a eu quelque chose de, je pense, très douloureux. Ça a été, il y a eu un premier confinement d'une durée de 15 jours, mais tout le monde savait, le gouvernement ne le cachait pas au demeurant, que c'était une première étape. Du coup, ce qui aurait pu être vécu pas trop mal si on avait été sûr que c'était 15 jours maximum, a été vécu douloureusement parce que ça pouvait être renouvelé et ça a été renouvelé et on ne savait même pas jusqu'à quand. En fait, l'horizon ne s'est dégagé un peu qu'avec la conférence de Macron qui devait être le 16 avril, où il a indiqué comme date probable de déconfinement le 11 mai. Donc là, pour le coup, ça a quand même fixé un horizon, alors que dans un premier temps, on pouvait se dire que ça allait peut-être durer 2 mois, 3 mois, etc. Oui, beaucoup de personnes font état d'une bascule psychologique au moment de l'annonce des délais. À partir du moment où on a passé le premier mois et qu'on savait qu'il restait plus qu'un mois, ça allait mieux. Mais mes quelques amis, bon, j'en ai plusieurs qui m'en ont parlé, m'ont dit que le premier mois était très difficile à vivre. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'était aussi un petit peu le cas. Le premier mois était très difficile à vivre. Et ensuite, derrière, à partir du moment où on savait qu'on allait être probablement déconfiné le 11 mai, les gens, ça allait mieux, retrouvaient un petit peu le sourire, profitaient de ce laps de temps qui leur restait pour potentiellement, on y reviendra tout à l'heure, se recentrer sur eux-mêmes et préparer demain. Voilà, je vous laisse reprendre le fil de votre raisonnement.
Oui, je crois aussi que bon, le plus dur, ça a été certainement les 10 ou 15 premiers jours, parce que on ne maîtrisait pas, le citoyen ne maîtrisait absolument pas l'horizon. C'est vraiment très incertain. Un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même plus. C'était extrêmement incertain. Il y avait par ailleurs des annonces comme quoi les personnes âgées devraient peut-être rester confinées jusqu'à la fin de l'année. Alors même si on était chacun d'entre nous, certains d'entre nous évidemment étaient concernés, d'autres ne l'étaient pas, mais pouvaient penser à des proches qui, eux, étaient concernés et se dire oui, mais qu'est-ce qui va se passer pour telle personne que j'affectionne et qui ne va certainement pas supporter de rester de mars jusqu'au 31 décembre confiné. Donc, c'était une angoisse, en tout cas une difficulté à la fois pour soi et pour des gens dont on pouvait être proche. Alors, je pense aussi qu'il y a la question du mode de vie antérieur. Il y a un certain nombre. Bon, le confinement, ça consiste à être assigné à résidence chez soi. Avec quelques exceptions, puisqu'il y avait par exemple 17% des Parisiens qui sont allés en province, généralement chez de la famille, et parfois dans leur résidence secondaire, ce qui est une autre façon d'être chez soi. Hein. Mais pour les gens qui étaient dans de la famille, ils étaient en quelque sorte accueillis. Mais donc autrement, les gens qui sont obligés d'être chez soi, ça ne correspond pas au mode de vie de tout le monde. Il y a des gens qui sortent beaucoup. Il y a des gens qui ne dorment pas toujours chez eux, qui ont un mode de vie de relations sociales, de relations affectives très, très actif, notamment dans la jeune génération, et qui trouvent, en tout cas un certain temps, leur équilibre de cette façon. C'est-à-dire que tout d'un coup, le confinement, ça veut dire aussi zéro relation sociale, zéro découverte humaine, les relations humaines réduites à du virtuel, vidéo, et non plus à du contact physique, sauf dans le cas très rare où on connaît des amis, des proches qui habitent à moins d'1 kilomètre. C'est 1% des gens en région parisienne qui ont leurs proches dans un rayon d'1 kilomètre. Les gens circulent. Donc tout ça a pu être très difficile. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de gens, au moment où ils commençaient à s'habituer, à se recentrer sur leur domicile, effectivement se retrouvent maintenant avec un peu plus de marge de manœuvre. Et donc il y a un phénomène un peu de stop and go qui, je pense, est très difficile. Je pense que le gros drame a été la brutalité du confinement et son caractère extrême. Bon, le rayon d'1 kilomètre, c'est vraiment très peu. Les motifs très limitateurs de liberté. Un élément très important, je pense, c'est l'interdiction des parcs, des jardins, des bords de Seine, des bords de Marne, des bords de fleuves, des forêts, bien sûr, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne et autres forêts même plus éloignées. On a quand même vu des choses totalement aberrantes. Un pêcheur seul au bord d'un étang dans une forêt où il n'y a pas un chat, repéré par des drones et verbalisé. On se demande qui il pouvait contaminer, les poissons peut-être. Enfin, il y a une véritable. C'est très curieux d'ailleurs, parce que pour un gouvernement, toute une classe politique qui se réclame de la science des Lumières, il y a eu une sorte d'obscurantisme totalement sidérant, quoi. Enfin, d'irrationalité, de paranoïa irrationnelle qui s'est emparé des pouvoirs publics, qui ont finalement plus perdu la tête que la population, si je puis dire. C'est vraiment le poisson pourri par la tête. Et pour le coup, c'est vrai que le délire des pouvoirs publics, sans parler des mensonges, bien sûr, des pouvoirs publics, mais le délire des pouvoirs publics a été tout de même un élément frappant. Pierre, chez nous, pour augmenter votre propos, chez nous, on a eu un couvre-feu à partir de 22h jusqu'à 5h du matin à Nancy. Ouais. Et dans les Vosges, donc département voisin, les randonneurs étaient, et c'est sorti dans la presse et ça a été vérifié sur le terrain, les randonneurs étaient pistés par hélicoptère. C'est-à-dire que les hélicoptères passaient au-dessus des forêts pour voir s'il y avait des gens dedans. C'est complètement délirant. Voilà, alors une dépense d'argent et d'énergie totalement folle. Alors,
dans les transports en commun de la région parisienne, avec le déconfinement, il y a des marquages au sol qui indiquent théoriquement où on doit se situer pour être à, je ne sais plus si c'est 1,50 m ou 2 mètres de toute autre personne. Enfin, les hommes sont pris pour des pions. Enfin, comment dire, c'est incompatible avec la réalité anthropologique de ce que sont les hommes, quoi. Si le gouvernement veut remplacer le peuple par des robots, qu'ils le disent franchement, mais on ne gère pas, enfin, on ne gouverne pas des hommes comme on gouverne des robots. Nous ne sommes pas des octets, voilà, et la gestion des hommes ne relève pas de la gestion du disque dur d'un ordinateur. C'est une évidence, mais il faut quand même la rappeler. Donc, effectivement, avec ce confinement, en fait, le temps est devenu homogène, il a perdu son relief, il a perdu sa signification, il a perdu son épaisseur, il a perdu sa couleur. Alors, peut-être l'un des bons côtés très partiels, c'est qu'effectivement, il a sans doute amené beaucoup d'entre nous à explorer en détail notre environnement très proche, dans le sol autorisé, et donc, du coup, à avoir un regard fin sur tout ce qui nous était accessible à moins d'1 kilomètre. Voilà. Alors, du coup, cet aspect, on pourrait l'appeler une sorte d'aspect de relocalisation à la fois physique et mentale, c'est peut-être le seul aspect positif, parce que pour le coup, ça a pu amener à un recentrement sur notre géographie proche, peut-être à une topophilie, c'est-à-dire à un amour des lieux proches. Et peut-être pour le coup, d'ailleurs, chacun pourrait en tirer des conclusions sur ce qui pourrait être amélioré, parfois avec des frais limités, avec des dépenses limitées, dans son environnement proche pour que les choses soient plus agréables, etc. Et puis aussi, ça a été l'occasion d'observer les comportements de chacun. On a beaucoup ri sur le nombre de gens qui se découvraient des envies de faire de la course à pied, du jogging. Pour le coup, effectivement, ça c'est le côté plutôt sympathique. Moi, j'ai vu énormément de gens faire de la course à pied. Du coup, ça m'a donné une vision un petit peu différente de mon environnement. J'ai constaté que finalement, il y avait beaucoup de gens prêts à faire du sport. Et j'ai vu aussi des gens qui se débrouillaient pour accéder dans les terrains de sport fermés et qui disputaient des matchs de football. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, parce que pour le coup, c'est le soulèvement de la vie. C'est tout simplement le soulèvement de la vie face à des mesures absurdes. En l'occurrence, il s'agissait de gens entre 20 et 30 ans, hein, qui ont donc extrêmement peu de risques d'être touchés par le virus. Et on ne peut pas demander à toute une partie de la jeunesse de ne pas faire de bêtises, si je puis dire, si on ne lui donne pas l'occasion de dépenser de manière constructive et positive son énergie. Mais la fermeture des terrains de sport pour des gens de 20-25 ans dans une banlieue, alors que de toute façon les cafés sont fermés, les musées sont fermés, etc. Le sport est extrêmement important dans l'équilibre de la jeunesse. Donc, en aucun cas, il ne faut fermer des terrains de sport. Donc là, il y a eu une sorte de soulèvement spontané de la vie que j'ai trouvé sympathique. Voilà. Est-ce que vous pensez, comme je le disais tout à l'heure, que le confinement a été, au moins dans sa deuxième moitié, l'occasion pour chacun de se recentrer, alors vous l'avez dit, sur vos lieux proximité géographiquement, mais ça c'est un recentrage contraint. Est-ce que chacun a aussi fait la démarche de se recentrer sur soi-même? Est-ce que vous avez des exemples à ce sujet, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, on n'a même pas saisi cette opportunité pour réfléchir à la fois sur nous-mêmes en tant qu'individus, à la fois sur nous-mêmes en tant que peuple aussi, et où on voulait aller en tant que collectif? Oui, alors le confinement a été l'occasion très classique des discours habituels sur
donnez-vous rendez-vous avec vous-même, comme dit Henri Michaud, mais dans les discours classiques, c'était plutôt pensez à vous, prenez soin de vous, etc. Alors, le recentrement sur soi me laisse perplexe et surtout critique parce qu'à vrai dire, nous vivons déjà dans une époque trop individualiste et les fantasmes de développement personnel, d'écoute de son moi intérieur ne m'enthousiasment pas. Alors je trouve que effectivement, ce qui peut être plus sympathique, c'est quand on en profite pour certes réfléchir aussi sur ce que l'on a fait de sa vie, ce que l'on fait de sa vie à l'occasion de ce confinement, mais aussi, comme vous le disiez très justement, de ce que l'on fait de sa vie en tant que peuple. Et là, du coup, on en arrive évidemment à la question politique. Alors, il est certain que, de même qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a fait apparaître un certain nombre de figures intéressantes, je pense à l'avocat François Boulot, à quelques autres, cette période de confinement a fait apparaître aussi quelques figures intéressantes. Alors, l'anthropologue suisse Jean-Dominique Michel, parmi d'autres, l'avocat Fabrice Divisio, bien d'autres, et bien entendu le professeur Didier Raoult. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont apparues au fait au plan de la vie sociale et politique pour tenir un discours critique mais aussi constructif sur la nécessité de repenser le lien social différemment. Donc ça, c'est l'aspect intéressant. Alors, je pense que le confinement a quand même été l'occasion pour un certain nombre de gens de s'intéresser à cela. Je pense malheureusement que beaucoup de gens ont été un peu, comment dire, ensevelis sous l'avalanche d'informations contradictoires dans le temps, entre la période où on nous disait que les masques ne servaient pas à grand-chose et que d'ailleurs il fallait un doctorat de masque pour savoir les mettre, et puis la période où les masques sont devenus obligatoires dans les transports en commun et dans les magasins. Donc effectivement, je pense que l'avalanche d'informations contradictoires dans le temps, partielles, pas forcément fausses, ayant souvent même un fond de vérité, mais non mise en perspective, a fait que beaucoup de gens ont renoncé à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas fait la synthèse, ils n'ont pas pris un peu de recul pour se dire, bon, certes, 28 000 morts au jour d'aujourd'hui, mais en moyenne, en France, il y a quand même 600 000 morts par an. Donc les gens n'ont pas pris de recul la plupart du temps et donc n'ont pas mis les choses en perspective. 28 000 morts du Covid, mais tous les ans au moins 150 000 morts, par exemple, du simple cancer. Donc on n'arrête pas l'économie d'un pays depuis des dizaines d'années, alors que le cancer fait beaucoup plus de morts que cette grippe particulière qu'est le Covid-19. Alors, selon Hervé Juvin, je vous propose de rebondir là-dessus, selon Hervé Juvin, son dernier article sur son blog, je vous invite à aller consulter, il dit que c'est justement ce qui a fait la différence avec les États-Unis et l'Afrique. Il dit voilà, le continent européen s'est montré tout à fait différent du continent américain et du continent africain. Sur ce point-là, précisément, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire que aux États-Unis, en Afrique, on a eu tout de suite des mouvements de rébellion de la population, des mouvements de vitalité, où les gens ont dit non, mais on sort quand même, on continue à vivre, et tant pis pour la statistique. Alors qu'en Europe, on a eu directement très très peur de la mort, on a eu une vraie crise, enfin une paranoïa sanitaire, qui a fait qu'on a tous accepté le confinement, et personne finalement ne l'a remis en question. Personne n'a pris, enfin personne ou presque, n'a pris suffisamment de recul pour dire bon, et on rattrape votre raisonnement, 28 000 morts, qu'est-ce que c'est par rapport au nombre de morts qu'on a en totalité en France annuellement? Combien de morts on aurait pu avoir sans le confinement? Et est-ce que tout ça, c'est pas finalement exagéré? Oui. Alors, ça témoigne de la fatigue de ce vieux bout occidental de l'Europe, cette fin de continent eurasiatique qu'est l'Europe. Quand je dis fin, c'est à la fois au sens spatial, c'est la fin occidentale de cette grosse masse eurasiatique,
Et ce qui est plus grave aussi, c'est cette fin au sens, c'est ce qui en reste quand la vitalité est partie, quoi. Donc oui, oui, ça c'est l'aspect tout à fait dramatique. On a eu peur de la mort et alors en même temps, on a sacrifié les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, nos gouvernants ont décidé de sortir de cette crise par le bas et non par le haut. Qu'est-ce que ça aurait été sortir par le haut? Construire très vite des hôpitaux, comme l'a fait la Chine, dépister en masse, certainement imposer le masque dans les transports en commun, ça oui, ça certainement. Non pas avoir moins de transports en commun pour dissuader les gens d'aller au travail et les mettre au chômage, mais avoir 2 fois plus de transports en commun pour que les gens ne soient pas serrés l'un contre l'autre dans les transports en commun. Ça aurait été une sortie par le haut. Mais on a décidé une sortie par le bas. Ça, c'est bon, on est bien dans la lignée de ce qui nous est arrivé en 1940, hein, où plutôt que d'avoir une stratégie offensive, on a préféré attendre que les Allemands se cassent le nez sur la ligne Maginot, sauf qu'évidemment, ils sont passés à côté. Voilà, là, c'est la même chose. Alors, on a surprotégé les enfants avec un nombre totalement microscopique de cas, alors qu'en fait, le seul problème que posent les enfants, c'est quand ils sont en contact des personnes âgées, par exemple de leurs grands-parents. Donc, on a fermé les écoles, tout ça est totalement aberrant. On a fermé les lieux publics, enfin bon, tout ça, si vous voulez, nos gouvernants, de même qu'ils n'ont pas le sens des conditions de notre bonne santé psychologique et le sens des constantes anthropologiques, ont effectivement complètement paniqué, de peur peut-être de la judiciarisation de la vie politique, de procès. Et c'est vrai qu'il y a des procès qui vont venir. On parle d'un Nuremberg de la santé. Je ne suis pas favorable à ce genre de choses, hein, parce que je pense que le problème est fondamentalement politique. Il ne faut pas judiciariser les choses. Mais c'est vrai que en présentant leur politique comme étant axée avant tout sur la diminution du nombre de morts, et en fait, en étant parfaitement incapable de l'éviter, avec quand même des choses extrêmement choquantes, c'est-à-dire les personnes en EHPAD touchées, qui n'étaient pas admises dans les hôpitaux, et donc que l'on laissait mourir en EHPAD, et en plus dans l'isolement par rapport à leur famille. Pour le coup, puisque le gouvernement s'est mis uniquement sur ce terrain du nombre de morts et qu'il a échoué dans ce domaine, non pas tant pour des questions quantitatives du nombre de morts, mais pour des questions, si vous voulez, des questions plus importantes, qui est la façon dont on a laissé les gens mourir. C'est-à-dire que personne ne demande à un système hospitalier de sauver tout le temps des gens qui ont 90 ans, 92 ans dans un EHPAD et qui sont victimes d'une grippe saisonnière ou cette fois, en l'occurrence, du Covid-19. Personne ne demande à un système hospitalier de pouvoir systématiquement sauver ces gens-là. Ça serait souhaitable, mais évidemment, c'est impossible. Par contre, la responsabilité, c'est de permettre aux gens qu'on ne pourra pas sauver de mourir entourés de leurs proches et pas dans la solitude absolue. Or, non seulement, finalement, on les a laissés mourir, mais dans des conditions, pour le coup, indignes. Donc là, il y a une véritable responsabilité du gouvernement, puisqu'il s'est mis sur ce terrain de la prévention de la mort. Eh bien, on peut lui demander des comptes sur la façon dont il a laissé mourir, dans la solitude morale la plus complète, des dizaines de milliers de nos anciens. Voilà. Et donc là, il y a effectivement, il y aura certainement des actions judiciaires. Encore une fois, pour autant, je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle parfois un grand Nuremberg du Covid. Ça n'a pas de sens. Donc voilà sur ce point précis, en l'occurrence. J'ai encore 2 questions pour vous avant d'aborder un volet plus philosophique. On va profiter quand même de votre spécialité de philosophie pour mettre un petit peu ces choses en perspective. La première, c'est: pensez-vous que les 5 années qui viennent de s'écouler, donc sur l'intervalle 2015-2020, pour rappel, 2015, on a les attentats, 2018, on a les gilets jaunes, 2020, on a donc le coronavirus.
pensez-vous que ces 5 années marquent vraiment la fin de l'illusion collective que l'histoire est terminée, ça marque le fait que l'histoire donc est de retour, que le politique potentiellement est de retour, et pensez-vous que ça va avoir des conséquences psychologiques au long terme sur la génération qui est en construction, typiquement ma génération, voilà, quelqu'un entre 25 et 35, 40 ans, ces âges-là, pensez-vous que ça ait des conséquences au long terme? Alors, bon, je ne suis pas sûr que cette épidémie du Covid est la réponse, parce que peut-être plus important, on l'a vu, que l'épidémie, c'est quand même la réponse qui a été donnée, et l'inadéquation, la large inadéquation de cette réponse. Je ne suis pas sûr que ça change forcément grand-chose politiquement. C'est d'ailleurs, on voit bien qu'on a un peu du mal à savoir qui profite de cette crise. Bon, le gouvernement n'en profite pas, c'est probable. Néanmoins, il a pu faire avancer au plan des mesures législatives un certain nombre de mesures par ordonnance, mais il n'en profite pas en termes de popularité. Les oppositions n'en profitent pas massivement non plus, d'autant qu'elles sont très diverses, puisque, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan a été assez en pointe, et à mon avis sur de bonnes positions. Marine Le Pen a été plutôt sur une ligne hyper hygiéniste, hyper sécuritaire, et beaucoup moins axée sur la défense des libertés. Et du reste, on voit qu'elle ne profite pas spécialement en termes de popularité de la position qui a été la sienne par rapport aux politiques menées. Pour reprendre votre question sur le retour dans l'histoire, bon, les attentats, je pense, auront à long terme plus d'impact que le confinement, parce que là, pour le coup, les attentats djihadistes montrent qu'il y a des gens qui en veulent, non pas tant à notre politique, mais que plus profondément à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, symboliquement, indépendamment même de ce que nous pensons évidemment individuellement, mais tout simplement, quand bien même nous pouvons, au plan géopolitique, souhaiter par exemple que l'Europe ne s'aligne pas sur les États-Unis, pour un certain nombre de gens, de djihadistes, eh bien, aussi bien américains qu'européens, français, allemands, italiens, nous sommes tous ce qu'ils appellent des occidentaux, et nous sommes tous en quelque sorte haïssables, et ce qui pourrait nous arriver de mieux, selon eux, c'est d'être colonisés et islamisés. Je fais court, mais voilà en gros leur perspective. Donc en même temps, il faut bien voir que ces attentats sont à la fois dramatiques, évidemment, très inquiétants, mais il faut bien dire que par rapport à la masse énorme de population d'origine maghrébine ou proche-orientale en France, les gens qui ont été liés à ces attentats sont quand même, il faut bien le dire, une infime minorité. Il faut quand même rester lucide là-dessus, une infime minorité, sachant que, en plus, dans certains cas, on peut quand même se demander quelle est la part de manipulation, puisqu'il s'est passé bien des choses bizarres, des terroristes oubliant leur carte d'identité dans un taxi. Alors évidemment, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais n'oublions pas quand même que cette affaire n'est pas totalement transparente. Quelle affaire historique est totalement transparente, hein? L'assassinat du duc d'Enghien en 1804, c'était pas non plus tout à fait transparent. Ou en 1802, je ne sais plus. Donc, en l'occurrence, je ne crois pas que le confinement changera grand-chose aux mentalités collectives. Je pense encore une fois que notre réponse, alors ça va par contre ça va mettre dans une contradiction très difficilement gérable les forces au pouvoir. Parce que depuis des décennies, le seul discours de tous les gouvernements, c'est en gros, il faut retrouver le chemin de la croissance pour retrouver le chemin du plein emploi. Bon, depuis 30 ans, on pourrait se dire qu'à force de ne pas marcher, c'est peut-être tout simplement que ça ne peut pas marcher.
là, pour le coup, nos gouvernants n'ont pas hésité à mettre l'économie à l'arrêt. On prévoit plusieurs millions de chômeurs supplémentaires. On est déjà à 6 millions. Bon, on va peut-être être à 10 millions de chômeurs en France. Bon, pour le coup, ce discours va devenir totalement inentendable. En outre, on se rend compte que non seulement nous n'avons pas le plein emploi, avec tous les drames sociaux que cela donne, évidemment, le malaise français ne vient pas que du chômage, bien entendu, ça c'est le discours d'une certaine gauche, et c'est faux, le malaise français vient aussi d'une société multiculturelle, d'un excès d'immigration, etc. Mais bon, il est certain que l'absence de plein emploi aggrave beaucoup les choses, parce que l'intégration, l'assimilation par l'emploi, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup, et ça ne se produit que maintenant de manière assez marginale. Donc il y a cette question de l'absence de plein emploi, et il y a aussi le fait que notre économie s'est montrée incapable de faire face finalement aux besoins les plus primordiaux. C'est-à-dire que nous n'avons pas de tests, nous n'avons pas de coton-tige pour les tests, nous n'avons pas de masques, qui n'est quand même pas un produit de très haute technologie, c'est a priori un peu plus facile à produire qu'un porte-avions, par exemple, ou qu'un sous-marin nucléaire. Donc nous n'avions pas de masques, nous n'avions pas de tests, nous n'avons pas de vaccin, mais le vaccin n'est peut-être pas la meilleure solution. Ça, c'est aux scientifiques d'en débattre. Ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Et nous avons de la chloroquine, mais nos gouvernants ont décidé de dire que c'était quelque chose de peu fiable, même si pour autant les statistiques semblent montrer que sur 2000 personnes traitées, il y a un seul décès, ce qui est quand même assez peu. Mais bon, tous nos hommes politiques atteints par le Covid se soignent à la chloroquine. Néanmoins, le discours des équipes de M. Macron continue toujours de dire que, attention, danger, ce n'est pas fiable. Nous n'avons que 40 ou 50 ans de recul sur la chloroquine, hein, effectivement. Et alors, on nous dit qu'un vaccin qui sera inventé dans quelques mois, sur lequel nous n'aurons aucun recul, ça sera nettement mieux que la chloroquine. Bon, c'est de même quelque chose qui laisse un petit peu perplexe. Hein. Mais bon, alors évidemment, la chloroquine n'était pas utilisée contre le Covid-19 puisqu'il n'existait pas auparavant, mais il était utilisé quand même et chaque médecin connaissait les précautions à prendre, les vérifications à faire, patient par patient, pour limiter les effets secondaires de la chloroquine, parce que comme tout médicament authentique, ça on peut l'avancer sans être médecin, comme tout médicament authentique, comme tout médicament efficace, comme tout médicament qui n'est pas un placebo, la chloroquine a des effets secondaires. Le Doliprane aussi a des effets secondaires. Il est évident que si vous en prenez 15 par jour pendant une semaine, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Personne n'a jamais dit que la chloroquine devait être utilisée sans contrôle médical. Donc nous en sommes là. Je pense que le fait que nous n'avons plus de croissance et que notre économie délocalisée s'est avérée incapable de faire face aux besoins essentiels va avoir comme conséquence, et en tout cas c'est ce qu'il faut souhaiter, une demande, et j'espère que cette demande sera la plus politique possible, de relocalisation. Une demande de relocalisation, qu'on peut aussi appeler une demande de démondialisation, c'est la même chose. Et pour le coup, est-ce que ça va aider à une recomposition politique qui se fera au profit, évidemment, d'autres gens que les équipes dérégulationnistes, mondialisatrices, qui sont celles de Macron, qui étaient celles de Hollande et de Sarkozy auparavant? Eh bien, c'est ça la grande question. Pensez-vous également qu'au contraire de l'arrogance de nos élites, le peuple français ait gagné en humilité durant ce confinement? Alors, disons que le peuple, en tout cas une partie du peuple, a peut-être gagné en tout cas en sobriété,
en capacité de s'occuper sans trop se disperser, hein, pour le coup. Alors j'espère qu'on a gagné en humilité, nos gouvernants, effectivement, j'en doute, par rapport à certains pays. Par exemple, certains pensaient encore que les pays asiatiques n'étaient bons que pour de la production bas de gamme, etc. On a d'ailleurs refusé des tests venant du Vietnam parce qu'ils n'étaient pas aux normes européennes. Effectivement, pas demander. Quand on est vietnamien, on ne cherche pas à produire des choses aux normes européennes, de même que en Europe, j'imagine qu'on ne cherche pas à avoir le label norme vietnamienne. Il est bien évident que le Vietnam n'est pas un pays masochiste et quand ils font des tests sur leur population, ils se donnent le maximum de garanties pour que ces tests soient efficaces. Et donc voilà l'Europe de la santé qui ne produit rien, détruit tout et laisse ses citoyens sans test. Exactement, exactement. Alors on a vu des médecins chinois et cubains venir soigner des Italiens et des Hongrois, par exemple. Et là, pour le coup, on va peut-être être un petit peu moins arrogant. Il faut l'espérer. Alors je pense que cette humilité, au bon sens du terme, hein, peut concerner le peuple, beaucoup moins nos dirigeants, qui restent évidemment très, très arrogants. Oui. Est-ce que, pour aborder un volet maintenant un petit peu plus philosophique, pensez-vous qu'il y ait, ou connaissez-vous, un philosophe qui a abordé cette question du confinement? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé le confinement? Oui, alors beaucoup de philosophes évoquent cette question. Alors, Descartes parle de son enfermement dans ce qu'il appelle dans son poêle. Bon, alors, en l'occurrence, dans sa chambre dans laquelle il y avait un poêle. Il dit « Je demeurais tout un jour seul, enfermé dans mon poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. » Bon, tout ça, c'est en fait le point de départ un peu, qui est un peu solipsiste, hein, qui consiste finalement à ne partir que de la seule chose dont on est sûr, c'est-à-dire sa propre existence. Bon, ça, c'est le point de vue de Descartes. Et s'enfermant en quelque sorte face à lui-même, seul avec lui-même, non pas dans son costume de jogger, mais dans sa robe de chambre, il en est arrivé à se dire que la seule chose qui était sûre, c'était qu'il pensait, et qu'à partir de là, ce il pensait, je pense, prouve au moins qu'il existe, et donc du doute sur tout, finalement, il en est arrivé à une seule certitude, c'est-à-dire l'existence de lui-même. Par contre, évidemment, il ne répondait pas à la question, mais ce je, quel est-il? Quelle est la nature de ce je? Et là, pour le coup, il aurait eu intérêt, je pense, à relire Aristote. Et la nature de ce je, c'est d'être un être social et un être politique. Donc, Descartes a commencé par le doute. Le doute l'a mené à l'empirisme, c'est-à-dire je ne peux être sûr que de choses que j'expérimente. Qu'est-ce que j'expérimente? J'expérimente que je pense, et donc je pense, donc je suis. Mais évidemment, encore une fois, ce à quoi Descartes répond très peu, ou en tout cas mal, c'est mais qu'est-ce que je suis? Quel est ce je? Bon, Montaigne, de son côté, parle du désœuvrement. Alors, il explique que quand quelqu'un dit « mais je n'ai rien fait de ma journée parce que j'ai rêvassé, etc. » Mais quoi, n'avez-vous pas vécu, dit-il, c'est non seulement la fondamentale, la plus illustre de vos occupations, de vivre. Avez-vous su méditer? Avez-vous su méditer et manier votre vie? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes, manier votre vie. Il poursuit notre grand et glorieux chef-d'œuvre de tous, c'est de vivre à propos. Voilà. Mais vivre à propos, ça veut dire vivre en situation, et précisément vivre en situation avec un temps homogène, c'est ça qui a été difficile en période de confinement. Alors, ça a été moins difficile pour ceux d'entre nous, effectivement,
par exemple, qui avons des activités d'écriture, ce qui est mon cas, bien entendu. Et donc là, pour le coup, il faut bien avouer que on peut être confiné tout en écrivant, et du coup, on n'est pas privé d'une liberté fondamentale. Mais par exemple, pour les gens qui ne vivent bien qu'en faisant régulièrement du sport, et du sport, par exemple, collectif, là, il faut bien avouer que le confinement a dû être extrêmement difficile à vivre, hein. Oui, bon, on a vu des gens qui faisaient des marathons sur leur balcon, hein. Je ne sais pas si vous avez vu Oui, passer cette anecdote. Voilà, bon, on sait dire quand on a besoin de sport, effectivement, on va le chercher là où on peut, bon, même si on oui. saupoudre Alors, de festivisme. c'est un peu le syndrome du hamster, cette histoire de faire du surplace sur son balcon. C'est un bon résumé du bougisme, hein, qu'avait critiqué en son temps bien des auteurs, Pierre-André Taguieff notamment. C'est un bon résumé du bougisme, c'est-à-dire qu'on court mais sur place, on court sans avancer. Alors, c'est ça la logique de la société libérale, hein, c'est de communiquer pour communiquer, courir pour courir, mais pas forcément pour cheminer, hein. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt attristant de voir des gens qui Mm. font un marathon sur leur balcon. J'ai trouvé ça plutôt sinistre. Et j'espère qu'on ne s'habituera pas à ça, parce que si on s'habitue à ça, ça veut dire en fait qu'on s'habitue à la servitude. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Alors, oui, je Est-ce que... pourrais. Oui, Oui, bah non, oh, poursuivez, poursuivez. je, je pensais à un philosophe qui a, si vous voulez, proposé une hypothèse philosophique qui a un rapport assez précis avec le confinement. Alors, en l'occurrence, c'est Leibniz, le philosophe Leibniz, qui, un petit peu à l'époque des Lumières, enfin au début, disons, de l'époque des Lumières, c'est un peu avant Kant, c'est un post-cartésien, qui a créé le concept de monade. Or, en fait, les monades sont, selon lui, des structures sans porte ni fenêtre, donc, si vous voulez, confinées en elles-mêmes, en quelque sorte, qui n'agissent pas les unes sur les autres, hein. Si vous voulez, ce n'est pas un système où A peut agir sur B, qui lui-même peut agir pourrait rétroagir sur A, mais peut aussi agir sur C, etc. C'est un système dans lequel, donc sans porte ni fenêtre, si vous voulez, vous n'avez aucune action sur votre voisin. Et en même temps, il y a une logique d'ensemble qui est ce qu'il appelle l'harmonie préétablie. Et tout ça évoque un peu la situation du confinement, où la figure de cette logique d'ensemble, de cette harmonie préétablie, c'est finalement le réseau Internet, hein, où finalement nous pouvons communiquer avec les autres par Internet, qui est en quelque sorte, qui se veut, qui s'est voulu en plus en quelque sorte quasiment la solution existentielle au confinement, hein, finalement, le télétravail par Internet, etc. Donc, il y a eu vraiment quelque chose de cet ordre. Donc, il y a une analogie entre les monades de Leibniz, en quelque sorte, confinées, autoconfinées, et la situation qui est la nôtre, où Internet a tenu lieu de lien social. Hein, disons que selon Leibniz, le monde dans lequel nous étions était le meilleur des mondes possibles. Et les imperfections que nous voyons n'étaient des imperfections qu'à nos yeux, mais pas du point de vue du créateur, c'est-à-dire de Dieu, selon Leibniz. Et ben de même, Internet est censé pourvoir à tout et pourvoir au lien social. Et donc, en quelque sorte, la digitalisation de nos vies est en quelque sorte le projet qui s'est mis en place à l'occasion de ce confinement. Et de même, comme Internet tient lieu finalement de l'harmonie préétablie, créée par Dieu chez Leibniz, et bien de même, notre Internet, pour être le plus proche possible de l'harmonie, doit bannir par exemple les contenus haineux, hein, et ça c'est la LIA Avia, et donc il faut en quelque sorte
rendre plus harmonieux l'Internet, le rendre plus bisounours, puisqu'en fait, enlever les contenus haineux consiste tout simplement à considérer comme haineux tout contenu polémique, hein, tout contenu qui ne plaît pas au pouvoir, tout contenu qui n'est pas bisounours. Donc, nous en sommes là. De même, chaque point d'Internet est à la fois émetteur et récepteur et relais de transmission. Et finalement, ça ne doit pas changer la logique d'ensemble du réseau. Alors, c'est pour ça, justement, qu'il y a des lois visant à purifier Internet, en quelque sorte, de ces scories complotistes, etc. En l'occurrence, le gros problème du système de Leibniz, c'est qu'il est non amendable, c'est-à-dire que les monades n'agissent pas. Il y a encore une fois, il y a une harmonie justement préétablie, décidée dès l'origine du système par le créateur du système. Et de même, Internet, les créateurs, les gestionnaires du système, ce sont les géants de l'Internet, qui sont main dans la main avec les grands États. Et donc, du coup, le système de Leibniz laisse très peu de place, à vrai dire, à la liberté. Et ce qui correspond finalement au confinement et à l'Internet actuel consiste aussi à lisser toutes les aspérités et à laisser le moins de place possible à la liberté. Donc, il faut bien avouer que cette figure des monades de Leibniz évoque un peu ce qui s'est passé quand nous sommes tous devenus des émetteurs-récepteurs, des points sur la toile Internet au moment du confinement, n'étant plus capables de moduler les relations par Internet, que nous avons tous, même en période normale, mais que nous modulons par des relations humaines, entre guillemets, physiques, avec des gens que nous voyons, à qui nous serrons la main en réunion, etc. Donc là, pour le coup, on était dans le modèle de l'Internet pur comme paradigme de notre société. Donc là, on a pu voir à la fois la force d'Internet et quand même ce que ça avait disons, de distorsion anthropologique, parce que malgré tout, ce ne sont pas des relations purement humaines, quoi. Ce sont des relations entravées, ce sont des relations qui sont parcellaires, par définition même. Les monades chez Leibniz sont chacune en fait des points de vue uniques sur le monde, hein. Alors là aussi, effectivement, c'est un peu un petit point commun avec chacun. Quand nous allons sur Internet, nous avons un programme d'action, des sites que nous voyons, qui ne correspond jamais à celui d'un quelconque voisin, hein, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir quelques points communs, mais il y aura toujours une spécificité de notre action sur le net. Donc voilà sur Leibniz. Alors il y avait aussi, dans cette harmonie préétablie, hein, il faut bien dire aussi qu'elle a un rapport avec la main universelle du marché, hein, d'Adam Smith, une centaine d'années plus tard environ. Elle a aussi un rapport avec la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne. Voilà, on est un peu dans ce rêve d'une transparence, d'une liquidité et d'une suppression des aspérités. Hein, voilà, dont l'étape finale, c'est un petit peu la prison des peuples qui est devenue l'Union européenne de la secte technocratique de Bruxelles et de ses appendices nationaux. Et donc, en quelque sorte, le confinement a réalisé un projet finalement d'harmonie universelle autoritaire, mettant l'homme dans la dépendance totale des réseaux, ces réseaux eux-mêmes étant dans la dépendance totale de géants de l'information et du contrôle de l'information, eux-mêmes très liés aux États. Les États leur demandent de faire la police en lien avec eux, préventivement, par exemple, de supprimer des contenus haineux avant toute condamnation, totalement contraire avec, par exemple, l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Et donc, la méga-machine du pouvoir se sert d'Internet dans une visée de contrôle total de nos vies,
ce qui fait que les pouvoirs deviennent des biopouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs qui agissent sur le contenu même des vies, et pas seulement sur les comportements délictueux, hein, mais sur… voilà. Alors, on sait par exemple qu'en Pologne, sauf erreur, il a été demandé à des gens de se filmer chez eux pour prouver qu'ils étaient confinés chez eux. Alors, on est quand même dans quelque chose de terrifiant. Alors, il y a en Chine des secteurs, des endroits, des zones qui ont été plus touchées que d'autres par le virus, où des caméras sont dans les logements. Et donc, le pouvoir peut vérifier si vous êtes vraiment chez vous. Voilà, c'est techniquement, du reste, on le sait très bien, c'est assez simple d'imposer ça. Chaque adresse IP correspondant à un citoyen, si ce n'est pas respecté, il peut y avoir amende, pourquoi pas emprisonnement, etc. Donc, on est dans cette évolution. Il faut se méfier énormément de tous les gouvernements qui parlent d'urgence. Qui dit urgence dit sortie de la démocratie, dit gouvernement par ordonnance et non plus par le vote des lois par les assemblées élues. Donc, tout ce qui se fait au nom de l'urgence, en général, est totalement dramatique. C'est pas la même chose. Du reste, l'article 16 de la Constitution a le mérite d'être beaucoup plus franc. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs en situation de crise grave. Mais l'urgence est une notion très ambiguë. On parle toujours de plan d'urgence hôpital, plan d'urgence banlieue. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est le contraire de l'urgence, c'est de plan à long terme. C'est d'un horizon fiable à long terme. En fait, on n'aurait pas de plan d'urgence si on n'avait pas supprimé depuis 30 ans 90% des lits d'hôpitaux. En fait, la vraie question, c'est d'avoir une constance dans tout ce qui protège le peuple de France. C'est pas d'avoir des plans d'urgence. Un philosophe qui a parlé, bien sûr, du confinement, c'est Pascal. Alors, Pascal, on connaît sa phrase où il explique que le grand malheur des hommes, c'est de ne pas savoir rester, alors il ne dit pas confiné, mais de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Alors, bien entendu, il explique que l'homme va sans arrêt de l'excitation à l'ennui. On cherche à résoudre des problèmes pour trouver le repos. Et puis, quand on a le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. Il faut en sortir et mendier le tumulte, dit-il. Voilà, donc effectivement, cette oscillation entre ennui et excitation, entre ennui et souci, c'est le fruit de notre condition faible et mortelle, dit-il. Et il craint que nous nous jettions tous de façon excessive dans l'agitation, dans ce qu'il appelle le divertissement. Et pour le coup, effectivement, on constatera que le confinement, c'est le contraire du bougisme, c'est le contraire du divertissement, encore qu'on puisse se divertir en regardant des âneries à la télé. Donc, effectivement, il peut y avoir un mauvais divertissement lié au confinement. Mais par contre, effectivement, ça limite le bougisme. Et ce que dit Pascal, c'est que finalement, il y a une nudité de l'homme qui est faible. Il y a une nudité du monde qui offre du divertissement, mais du divertissement insatisfaisant. Et que face à ces deux nudités, la solution, c'est Dieu. Alors, sur ce point, j'observerai que le monde n'est pas à deux dimensions, contrairement à ce que pense Pascal. Le monde, ce n'est pas seulement quelque chose qui se déploie sur une carte avec ce qu'on appelle en termes modernes des spots, des lieux où il se passe des choses, des spots pour faire de la plongée, des spots pour danser, des spots pour bien manger, etc. Mais le monde est déjà à trois dimensions, c'est-à-dire que le divin, me semble-t-il, fait partie du monde, fait partie de l'épaisseur du monde, fait partie de la profondeur du monde. Le monde précède le Dieu de Pascal, je ne sais pas s'il l'inclut, mais en tout cas il le précède. Le mystère du monde inclut le divin, et c'est en ce sens que priver l'homme du monde, comme le fait le confinement, ce n'est pas lui laisser que le troisième terme qui est Dieu, selon Pascal, à mon sens, c'est lui ôter aussi le domaine du divin et du sacré, puisque le divin et le sacré sont dans le monde. Alors, c'est-à-dire qu'autant
le monde n'est pas inépuisable en termes de ressources, en termes d'arraisonnement. Autant donc le projet moderne a des limites, autant par contre il y a un domaine dans lequel le monde est inépuisable, c'est le domaine du symbolique, c'est le domaine du sacré, c'est le domaine des images, des formes symboliques que l'homme peut générer au contact avec le monde. Ça par contre, c'est complètement inépuisable et c'est en ce sens que priver l'homme de l'espace, c'est-à-dire du monde, c'est en un sens aussi le priver du sacré. Et ça, je pense que malheureusement, Internet ne pourra jamais suppléer à ce sacré qui est, que l'homme en ait conscience ou non, souvent il n'en a pas conscience, qui a, à mon avis, une dimension propre à l'humain, et qui d'ailleurs est ce qui nous différencie en partie des animaux. Je dis bien en partie parce que bon, il y a parfois des animaux qui enterrent leurs proches ou qui ont des rites en tout cas proches de cela. Donc voilà, c'est vraiment, pour l'essentiel, c'est ce qui nous différencie. Le sacré est ce qui nous différencie des animaux. Une dernière question, Pierre, vous souhaitiez également aborder la question de Kant, dont on disait qu'il était extrêmement solitaire, qu'il sortait très peu. Est-ce que Kant a une analyse, quelques pistes de réflexion à nous fournir aussi sur le confinement? Comment vivait-il? Comment écrivait-il? Oui, alors c'est vrai qu'on a un petit peu, comment dire, ironisé sur Kant parce que Kant quittait peu sa petite ville moyenne de Königsberg. Il faisait une promenade tous les jours et on dit qu'il a dévié de sa promenade, de son chemin habituel, que deux fois, une fois pour acheter un livre de Rousseau, c'était la Nouvelle Héloïse ou les Confessions, et une autre fois pour acheter le journal à l'annonce de la Révolution française. Alors, on ne savait pas exactement que c'était le début symbolique, si je puis dire, de la Révolution française, mais enfin, c'était l'annonce, en l'occurrence, d'un événement tout de même qui, même à quelques centaines de kilomètres de Paris, était ressenti comme majeur, qui était quand même la prise de la Bastille, c'est-à-dire un mouvement populaire qui montrait que le roi ne contrôlait plus grand-chose dans sa propre capitale. Donc, on a ironisé là-dessus. Sur un plan plus proprement philosophique, Kant, on peut dire que Kant a confiné la raison. Alors, je m'explique. Pour Kant, qui a écrit notamment les fameuses trois critiques, critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté de juger. Pour Kant, la raison, c'est le grand apport de Kant, à mon avis, ne doit pas sortir de son domaine. Alors, quel est son domaine? Alors, son domaine, juste, en tout cas, ce n'est pas la métaphysique. Donc, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas la question de l'âme, existe-t-elle, qu'est-elle, etc. Ce n'est pas la question de Dieu. Existe-t-il? Qu'a-t-il fait? A-t-il créé le monde? Quelle est sa place, en quelque sorte, dans la pensée, dans l'univers, dans l'être? Qu'est-ce que l'âme, Dieu? Qu'est-ce que le monde? Ça, c'est la métaphysique et la raison ne doit pas entrer dans ce domaine. Kant considère qu'en fait, il y a deux types de jugements. Il y a les jugements analytiques, qui sont en fait largement des jugements tautologiques. Par exemple, le chat est un félin, définition même du chat. Le chat est un félin parmi d'autres, effectivement. Les jugements donc analytiques qui ne font que redire sous une autre forme ce qui est dans le point de départ. Et il y a les jugements synthétiques, c'est-à-dire qui sont vérifiés, qui sont par l'expérience, qui sont le constat d'une expérience. Par exemple, le chat peut sauter X mètres ou X centimètres en hauteur. Voilà, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas dans la définition même, qui est de l'ordre de l'expérience, etc. Bon. En l'occurrence, ces jugements analytiques relèvent de la raison, c'est le champ de la raison. Et il y a quelques jugements qu'il appelle quelques jugements, les jugements a posteriori, par contre, basés sur l'expérience, sont des jugements synthétiques, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose de plus. Alors, tous ces jugements qui renvoient à l'expérience, justement, l'expérience, ce n'est pas la même chose que la raison.
c'est l'entendement, mais ce n'est pas la raison. Et il y a quand même quelques jugements, comment dire, qui ne sont pas analytiques, mais qui sont a priori, ce qu'on appelle des jugements synthétiques a priori. Ils sont synthétiques parce qu'ils apportent quelque chose de plus que dans les définitions de départ. Par exemple, tout corps est étendu, c'est analytique, puisque la définition même d'un corps, c'est d'être étendu. Mais tout corps est pesant, c'est un jugement synthétique, parce que ce n'est pas dans la définition de départ. Et ben, alors, les jugements synthétiques a priori, c'est-à-dire avant l'expérience, renvoient finalement soit à des évidences mathématiques, 5 plus 2 égale 7, par exemple, soit à des évidences géométriques, par exemple les trois angles d'un triangle additionnés font un angle à 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat, c'est-à-dire en d'autres termes pas d'angle finalement. Voilà. Et les jugements, comment dire, synthétiques, là aussi, a priori, peuvent être aussi des jugements en quelque sorte, qui ne sont pas vraiment des jugements pour le coup, qui sont des thèses épistémologiques. Par exemple, la phrase tout phénomène a une cause. Ça, c'est en fait, c'est un point de départ de tout raisonnement. Si on ne part pas de ça, on ne peut pas essayer de voir ce qui relie les phénomènes entre eux si on ne part pas de l'idée qu'ils ont tous une cause. Donc, pour Kant, la raison, c'est les jugements analytiques qui sont donc a priori, c'est les jugements synthétiques a priori, l'expérience, c'est les jugements synthétiques a posteriori, et la métaphysique, c'est ce sur quoi la raison ne peut rien dire, puisqu'on ne peut rien expliquer en métaphysique de manière tautologique, sur l'âme par exemple, il n'y a pas de phrase tautologique possible sur l'âme. L'expérience ne nous dit rien non plus, ni de l'âme, ni de Dieu, ni du monde. Et donc, il y a en fait trois domaines, la raison, l'expérience et la métaphysique sur lesquels on ne peut rien dire. Donc, le grand acquis de Kant, c'est que la raison doit rester confinée hors du champ de l'expérience et hors du champ de la métaphysique. Donc ça, c'est un élément finalement de la pensée kantienne qui d'ailleurs anticipe sur Wittgenstein. Donc voilà, et en fait, si je puis dire, chez Kant, le domaine où la raison est le moins confinée, ce qui peut paraître curieux, c'est finalement c'est la raison pratique, c'est la morale. Puisque là, pour le coup, la morale obéit à la raison beaucoup plus que le champ de la raison est plus important dans le domaine de la morale, dans le domaine pratique, que dans le domaine théorique. Ok, Pierre, avez-vous quelques propos que vous souhaitez préciser, quelques propos que vous souhaitez ajouter à tout cela, ou en avons-nous terminé? Alors, vous savez, je pense aussi à Jean-Jacques Rousseau. Alors, vous savez, lui, il a connu une pandémie qui était la peste de Messine. Il revenait de je ne sais où, du reste. Et il s'est trouvé confiné à Gênes pendant un certain temps. Ça aurait même duré plus longtemps si une sorte de consul de France n'était pas intervenu pour sa libération, si je puis dire. Mais il a plutôt bien vécu. Il expliquait: seul, je n'ai jamais connu l'ennui, mon imagination remplit tous les vides. Alors, en l'occurrence, il était dans ce qu'on appelait à l'époque un lazaret. Et il pouvait se promener avec une vue sur la mer dans un cimetière protestant qui était près de son lazaret, mais lazaret qui n'avait pas de fenêtre, mais qui n'empêchait pas néanmoins de se promener dans le cimetière. Bon, alors évidemment, on serait tenté de dire, ce sont des conditions un peu malgré tout. Rousseau l'a très bien vécu, mais Rousseau était un homme qui intériorisait beaucoup de choses, qui essayait de tirer de ses expériences de vie toute une introspection intéressante. Et malgré tout, il faut quand même reconnaître que, pouvant se promener dans un cimetière, finalement pas très éloigné d'un jardin, et avec une vue sur la mer, ça évoque un petit peu certains Parisiens qui ont pu, tant mieux pour eux, se confiner dans une maison proche de la mer avec une vue sympathique.
Et il faut reconnaître que c'est tout de même un peu plus facile que d'être confiné, que sais-je, dans une chambre de bonne à Paris ou dans un appartement de telle ou telle banlieue plus ou moins agréable, etc. Je pense aussi à Sénèque qui parle un peu avec des accents très proches de Pascal, dans la tranquillité de l'âme, du fait que nous ne savons pas résister à l'ennui quand nous demeurons dans notre chambre, que nous avons un tourbillon de larmes qui ne se fixe jamais. Et en fait, il explique un peu que quand nous nous agitons pas, nous sommes soumis à ce tourbillon de larmes qui n'arrive pas à se fixer, qui est une sorte d'absence de quiétude, d'acédie ou d'acédia, absence de quiétude. De là, cet état d'esprit, dit-il, qui conduit les hommes à détester le loisir et à se plaindre de n'avoir rien à faire. Et cela évoque un peu ce que disait Finkielkraut, qui au début du confinement avait été interviewé par le Figaro, je crois, et qui disait qu'il avait accepté avec grand plaisir parce que justement, il n'avait rien à faire, que ce n'était pas son habitude et qu'il s'est dit, sa première réaction, ça a été de se dire ah ben, je suis vraiment content parce qu'on m'interpelle, je vais avoir du travail, je vais avoir quelque chose à faire et ça me fait beaucoup de bien. Alors, Sénèque poussait loin le bouchon, si je puis dire, puisqu'il disait que la quiétude, c'était la persévérance dans le rien faire. Persévérance dans le rien faire. Il explique ça dans la lettre à Lucilius. Les lettres à Lucilius. Il n'est pas sûr, franchement. Là, c'est d'ailleurs, ça renvoie à une question plus vaste, hein, qui est la limite du stoïcisme. Je ne pense pas que l'homme soit fait pour ne rien faire. Je pense que l'homme est fait pour se sentir utile auprès de gens qu'il a choisis, de ses proches, de ses amis, de sa communauté de combat, que sais-je, de ses camarades militants, si c'est le cas. Et je ne crois pas que l'homme puisse rester, se contenter durablement de ne rien faire. Et d'ailleurs, Rousseau ne faisait pas rien, il prenait des notes, il écrivait. Donc voilà. Et alors, autre remarque sur ce que révèle le confinement, c'est un petit peu à la fois la difficulté d'être seul et la difficulté d'être les uns sur les autres. C'est ce dont parle Schopenhauer dans les Parerga, dans les suppléments. Donc ça veut dire une série de petits textes philosophiques où il parle du paradoxe des porcs épiques. Il dit le porc épique tout seul s'ennuie, il se rapproche de ses congénères, mais s'il se rapproche trop, il se pique. Donc il essaye de trouver un bon équilibre entre ne pas être seul et ne pas se piquer à ses congénères. Et donc, ça, c'est le paradoxe humain, nous expliquait Schopenhauer. Et il était d'ailleurs du reste tellement pessimiste qu'il expliquait que même en se regroupant, les hommes s'ennuyaient. Je ne suis pas sûr que les hommes s'ennuient en se regroupant, mais par contre, les hommes se piquent en se regroupant, parce qu'effectivement, la promiscuité peut être conflictuelle. Et enfin, je pense que on ne peut pas ne pas citer Michel Foucault, hein, puisque dans Surveiller et punir et dans d'autres œuvres, il parle de cette question du confinement, par exemple, des prisons. Et là, pour le coup, il explique que par le confinement, l'homme est immobilisé dans le fonctionnement d'un pouvoir extensif qui porte de façon distincte sur tous les corps individuels. Donc, pouvoir extensif, ça veut dire pouvoir envahisseur, un pouvoir qui s'étend, hein, extension, extension sur tous les mouvements, de nos corps. Et quand il a été question du traçage, du tracking, comme on disait, donc il s'agissait donc pour le pouvoir, pour le biopouvoir, de nous géolocaliser à chaque instant et de savoir à côté de qui nous étions. Donc c'est typiquement un projet totalitaire. Alors ça, en l'occurrence, Foucault avait bien expliqué que les épidémies étaient d'une manière générale l'occasion assez inespérée pour les pouvoirs de mettre en place un contrôle total et en fait totalitaire sur nos vies. Et je pense qu'il y a cette dimension
après la crise des Gilets jaunes, où le pouvoir de Macron et de ses équipes a été ébranlé, où les gens du pouvoir ont eu peur, après cette crise des Gilets jaunes, cette révolte de la France périphérique, de la France profonde, de la France souvent qui ne vote pas d'ailleurs aux élections, qui s'abstient, ou qui vote populiste, comme la lèpre populiste, comme dit Macron, eh bien, je pense que le pouvoir a vraiment trouvé dans cette épidémie l'occasion d'avancer vers des mesures de contrôle, des mesures policières, des mesures d'accoutumance à la soumission. La grande difficulté, ça sera d'obliger le pouvoir à faire marche arrière et à reconquérir pied à pied nos libertés qui ont été, qui sont en train d'être mangées, d'être rognées, d'être réduites à pas grand-chose par la grande méga-machine du pouvoir, sous prétexte d'hygiène. L'hygiénisme est un prétexte classique, sous prétexte d'hygiène et sous prétexte de notre sécurité. Alors, il faut bien voir que le pouvoir est un petit peu dans la lignée de l'hygiénisme racialiste qui a pu être dominant à d'autres époques. Himmler, le chef des SS, avait comme objectif aussi, on pourrait dire comme fantasme, ça en dit long, de supprimer, enfin d'exterminer tous les moustiques. Il voulait débarrasser l'Allemagne, ou tous les pays dominés par l'Allemagne, des moustiques. Effectivement, voilà où mène l'hygiénisme, ce genre de folie. Donc, il faut bien voir que même si la médecine, et surtout parce que la médecine doit faire son travail, il faut savoir pour autant accepter l'évidence que nous sommes mortels. Et donc, effectivement, en aucun cas, on ne peut sacrifier nos libertés pour éviter des morts. Entendons-nous, sacrifier les libertés n'exclut pas, par exemple, d'obliger à porter des masques dans certains lieux pendant un certain temps, etc. Mais il y a un certain type, si vous voulez, de restriction des libertés, consistant par exemple à nous obliger à être localisés 24 heures sur 24, qui est intolérable, quel que soit le prétexte sanitaire. Quel que soit le prétexte sanitaire. Ça, je pense que là-dessus, il faut qu'il y ait une sorte de soulèvement des hommes, une sorte de soulèvement mental et moral et politique pour dire que non, ce genre de choses est totalement intolérable, totalement inadmissible, parce que l'homme a au fond de lui un instinct de liberté et que cet instinct, c'est ce qui fait notre honneur, tout simplement. Pierre, on va en terminer là-dessus. Vous parliez des libertés à l'instant. Nous renvoyons nos auditeurs vers l'entretien que vous avez accordé au Cercle Aristote et qui porte justement sur ce sujet. Cet entretien sera aussi redistribué par le Cercle Aristote d'ailleurs. Ils vont le récupérer, ils vont le publier sur leur chaîne. En attendant, pour les personnes qui nous découvriraient via le Club du Mercredi, je vous invite à vous rendre en description et à suivre notre actualité à la fois sur Facebook, à la fois sur YouTube, à nous soutenir éventuellement sur Tipeee si vous pouvez. Et puis à rester connecté parce que d'autres émissions arrivent prochainement. Pierre Le Vigan, merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir exploré avec nous les conséquences du confinement et du déconfinement sur nos psychés individuelles, collectives, et puis nous avons fourni quelques pistes de réflexion philosophique. Merci à vous, Maxime, et merci au Club du Mercredi et à tous les gens qui travaillent aussi dans cette mouvance du Cercle Aristote et qui font un travail extrêmement utile pour éviter tout engourdissement de la pensée. Merci de saluer notre travail. À bientôt, Pierre. À bientôt.